Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous me suivez aujourd'hui. Je m'appelle Christian Geronema, éditeur Afrique du China Global South Project et éditeur du projet Afrique-Chine. Ici, nous décryptons l'actualité de la Chine en Afrique et nous couvrons les différents sujets qui concernent l'application de la Chine sur le continent africain et dans les pays du Sud. Aujourd'hui, dans ce numéro de décryptage de l'actualité de la Chine en Afrique, je vous reviens pas sur un décryptage particulier d'une actualité particulière, même si évidemment je vais évoquer certains aspects de l'actualité, mais je vous reviens beaucoup plus pour un partage d'expérience parce que j'ai passé quelques jours à Pékin, dans la capitale chinoise. C'était un plaisir pour moi de repartir dans cette ville qui m'a accueilli pendant 10 ans, une ville que j'ai quittée aussi il y a plusieurs années, en tout cas près d'une décennie aussi. Donc c'était un réel plaisir pour moi de repartir et de voir combien la Chine a changé, comment Pékin a changé. Et effectivement, il y a eu beaucoup de changements. C'est un changement, ces changements m'ont surpris à plusieurs égards, parce que évidemment c'est bien différent de l'époque de la Chine que j'avais laissée quand je partais. La Chine d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus totalement différente. J'ai même tourné en rond sur cet argument, mais je reviens quand même. Donc, qu'est-ce qui a changé? L'une des choses, par exemple, qui a changé, que j'ai constaté, c'est qu'il y a moins d'étrangers. Moins d'étrangers dans les endroits où, quand on vivait à Pékin, on était habitué à les rencontrer. L'un des premiers endroits qui m'a choqué, c'est la zone des étudiants, des universités, dans le district de Haidian-Chu. Il y a un endroit qu'on appelle Wudako, un lieu connu, une station de métro connue sur la ligne 13 de métro, qui était dans une zone où il y avait l'université de langue, l'université de Pékin, l'université de Tsinghua, un peu plus loin en avant, l'université technologique de Pékin, où il y avait beaucoup d'étudiants étrangers qui faisaient que cette zone-là était une zone où on rencontrait beaucoup d'étrangers sur tous les jours. Donc ça veut dire que vous marchiez là, sur 5 personnes qui marchaient dans la rue, 2 ou 3 étaient étrangers sur 5. Et donc, quand je suis passé par là, j'ai constaté qu'il n'y avait quasiment pas d'étrangers, pas de noirs, pas de blancs. Il peut y avoir des étrangers qui étaient asiatiques, mais pas d'étrangers visiblement comme ça qu'on peut reconnaître étrangers. Donc j'ai marché, je suis arrivé juste devant l'entrée de l'université. J'ai quand même posé la question à ceux qui étaient là, aux gardiens qui étaient là, si c'était toujours l'université de langue. Ils m'ont dit oui. J'ai demandé s'il y avait des étudiants étrangers. Ils m'ont dit oui. Mais je leur ai dit, mais je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas assez, qu'il n'y ait pas de nombreux étudiants étrangers dans la rue, comme c'était d'habitude il y a plusieurs années quand j'ai quitté. Ils m'ont dit non, mais certainement qu'ils sont en train de se reposer dans leur chambre. Mais ça, c'était déjà un premier signe pour moi de comment Pékin avait changé. Et ça se confirmera lorsque j'irai maintenant dans le secteur diplomatique, où est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle Sanlitun, où est-ce qu'il y avait le marché qu'on connaissait, le marché de Yashio. Ou encore là, j'ai remarqué peu d'étrangers que d'habitude. Très, très, très peu d'étrangers que d'habitude. Et c'est là qu'on me dira qu'effectivement, Pékin accueille moins d'étrangers qu'il n'avait l'habitude d'accueillir avant. Et ça, c'est assez intéressant, d'autant plus que nous voyons de plus en plus de créateurs de contenu européens, occidentaux, même africains, qui vont en Chine et qui partent de la Chine. J'aurais espéré voir beaucoup plus d'étrangers que je n'ai vus, même dans cette zone-là, mais je n'avais pas vu beaucoup. Et donc, mes rencontres avec certains diplomates africains, européens m'ont aussi informé du fait que, par exemple, après le Covid a changé un peu la face des étrangers en Chine, surtout à Pékin. On voit de moins en moins d'étrangers présents dans la ville. On m'a aussi fait remarquer qu'il est bien possible qu'avec le nombre de campus que les universités ont ouverts dans la périphérie de la ville, que beaucoup de ces étudiants sont aujourd'hui concentrés dans cette périphérie-là et non dans le centre de Pékin, même dans le Pékin que nous connaissions il y a plusieurs années. Donc, ça, c'est un des changements premiers et majeurs que j'ai noté, que j'ai remarqué lors de mon séjour en Chine. Évidemment, il y a aussi d'autres changements très évidents que certains de vous connaissent déjà. L'usage du paiement par carte.
Si vous avez, vous devez avoir votre téléphone pour être capable de payer. Il y a l'application Alipay ou l'application WeChat où les gens payent en ligne, payent par ces systèmes-là. Très peu de gens aujourd'hui ont du cash dans les mains. La plupart des gens n'utilisent que ce mode de paiement-là, ce qui était assez intéressant. Mais ça permet aussi de ne pas perdre son argent quand on se promène, mais de toujours avoir son téléphone en main lorsqu'il faut être capable de payer. Pékin est vraiment très, très avancé aujourd'hui. Beaucoup d'aménagements qui ont été faits dans la ville en termes de circulation routière, en termes de circulation pour les piétons. J'ai aimé, je me suis promené dans des endroits, il y avait des cours d'eau qu'on a bien aménagés, qui sont vraiment devenus des très beaux endroits en termes de circulation pour les piétons. Mais au-delà de ça, il y a eu d'autres changements aussi que j'ai remarqué en termes de propreté, en termes d'hygiène. Je ne vais pas revenir dessus, mais Pékin a réellement changé. Au-delà de ces rencontres, de ces observations personnelles, qu'est-ce que j'ai encore remarqué d'autre qui a été, qu'est-ce qui a été un autre élément dans mon séjour? C'est notamment, j'ai échangé avec des Africains basés dans la ville, des diplomates, des différents acteurs qui évoluent un peu dans le secteur des relations Chine-Afrique, qui m'ont dit quand même qu'il y a beaucoup de traction, comme on dit en anglais, qui sont en train de prendre place dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Ma présence en Chine coïncidait avec la venue de Donald Trump à Pékin, mais aussi avec le lancement 13 jours plus tôt du Zero Tariff Policy, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de conversations dans les milieux diplomatiques africains sur l'impact de cette mesure-là, sur les relations commerciales entre la Chine et l'Afrique, qu'est-ce que ça allait changer, qu'est-ce qui apporterait de différent. J'ai même vu des articles de presse et des news coverage qui ont parlé, qui montraient comment il y a eu des produits africains, des fruits qui étaient importés d'Afrique qui venaient d'arriver à Shanghai et à Pékin. Et ça m'a aussi poussé à réfléchir un peu. Je crois que avant de vous donner la conclusion de ce sur quoi ça m'a poussé à réfléchir, je veux te revenir encore sur un autre élément, toujours par rapport à ça, c'est que et entre-temps, les autorités chinoises ont convoqué un séminaire de 4 jours pour former les diplomates africains et des agents de douane africains pour leur expliquer comment la procédure fonctionne, comment ils doivent échanger avec les douanes chinoises pour tirer avantage de ces Zero Tariff Policy, les mécanismes de fonctionnement, d'orientation, etc. Et ça, on pouvait sentir qu'il y avait une volonté, et ça, je l'ai reçu comme témoignage, et des diplomates et des acteurs africains qui évoluent dans le secteur de la Chine en Afrique, qu'il y a une forte volonté du côté chinois vraiment de tenter autant que possible de prouver qu'ils sont en train de faire quelque chose, qu'ils sont en train vraiment essayer d'aider les pays africains à tirer avantage de cette politique-là et de voir dans quelle mesure cette politique pourrait changer la face des relations commerciales avec l'Afrique. Et là, je reviens à la conclusion que je voulais faire. Ça m'a poussé à réfléchir. J'ai vu les news coverage quand j'étais à Pékin sur le sujet. J'ai vu un peu la quantité des produits qui étaient exportés d'Afrique, importés d'Afrique. Et puis, je me suis rendu compte qu'il est très possible que, et ça, je le pense réellement, que la levée des mesures tarifaires ne changera rien de fondamental dans la relation commerciale entre la Chine et l'Afrique. Je ne pense pas que ces mesures permettront aux pays africains d'exporter de grosses quantités de produits vivriers ou agriculture ou bien manufacturés en Chine de façon à rééquilibrer la balance commerciale des relations avec la Chine. Je ne pense pas du tout. Je pense que structurellement, la balance commerciale restera toujours à l'avantage de la Chine et au déficit de l'Afrique. Je pense toujours qu'il y aura des pays producteurs riches en matières premières qui seront toujours les premiers bénéficiaires de ces relations commerciales, qui auront toujours une balance positive avec la Chine. Mais je pense aussi que cette mesure n'aura pas d'impact structurel majeur sur les relations commerciales de différents pays africains avec la Chine. Mais par contre, je pense qu'elle va quand même profiter à des acteurs économiques sur le continent africain, à des producteurs de fruits, à des producteurs de piments, de café, de thé, de fleurs, etc., qui vont tirer avantage. Parce que je me suis rendu compte que ces producteurs n'ont pas besoin de vouloir conquérir tout le marché chinois, de devenir les premiers gros producteurs fournisseurs du marché chinois. Ils ont juste besoin de conquérir une infime
portion de marché, de ce marché de près de 1,3 milliard d'habitants, de se dire, écoute, si je peux juste avoir un petit morceau de ce marché-là, je pourrais moi aussi tirer avantage de ces relations commerciales-là. Et oui, et donc je pense que les entrepreneurs privés verront leur chiffre d'affaires changer, verront leurs produits s'écouler davantage sur le marché chinois. Et en tout cas, cette ouverture rendra certains commerçants, certains acteurs qui interviennent dans la chaîne de production des produits qui doivent être exportés en Chine, ceux-là tireront avantage, tireront bénéfice de ces mesures-là. Mais structurellement, je ne vois pas les pays africains tirer un gros avantage au point de rééquilibrer ses relations commerciales avec la Chine. Il y a toute une série de causes pour lesquelles je suis sceptique. Les mesures phytosanitaires qui concernent les barrières non tarifaires, la connaissance du marché chinois, l'expertise du marché chinois, aussi le tissu industriel africain, la manufacture africaine. Qu'est-ce que les pays africains peuvent produire en Chine, peuvent produire en Afrique à coût compétitif, qui va être exporté en Chine et qui pourra faire concurrence avec des producteurs chinois, avec d'autres producteurs chinois qui produisent les mêmes choses à certainement plus bas coût qu'eux. Et donc, il y a tous ces éléments-là qui, pour moi, font que la levée de ces mesures ne suffisent pas à changer la nature de la relation commerciale entre la Chine et l'Afrique. Mais elle permettra évidemment à certains acteurs commerciaux africains de s'enrichir davantage. Ce qui n'est pas mauvais, de faire beaucoup plus de profit parce qu'ils auront capté, ils auront pu s'arrimer à une portion, une certaine portion, infime ou pas, du marché chinois qui pourra leur être bénéfique. Donc, c'était ça, un peu, mon petit débrief de mon court séjour à Pékin. J'y ai passé une semaine. J'étais très content de repartir là-bas. Et donc, je vais produire une série de contenus autour de ce voyage, éventuellement peut-être, ou je vais voir. Mais en tout cas, je voulais partager avec vous déjà mon premier ressenti durant ce voyage. D'autres éléments ont été partagés dans les podcasts du China Global South Project, le China Africa Podcast, où j'ai partagé certains insights et certaines de mes conversations que j'ai eues avec différents acteurs lorsque j'étais sur place à Pékin. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage. Et je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent, je n'ai pas oublié, nous aurons toujours notre numéro spécial. Je ne sais pas s'il y a un numéro spécial, mais nous aurons toujours notre numéro sur le décryptage du sujet concernant la dette de la Chine en Afrique et ce que ça représente. Mon voyage pour la Chine a perturbé un peu mon calendrier, mais je vais revenir dessus et j'espère pouvoir vous l'emmener la semaine prochaine pour vous permettre de connaître mieux sur ce sujet, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est nuancé, qu'est-ce qu'il faut mieux comprendre. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous demande de visiter nos sites, le projet afriquechine.com et le chinaglobalsouthproject.com. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.